Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une de mes amies, une des auteurs que j'adore énormément, Jennifer Cyr. Elle a écrit un premier livre il y a maintenant plusieurs années, Le droit de vivre, et tout récemment, durant le confinement, elle a décidé non seulement d'écrire un livre, mais de le traduire de l'anglais au français. Donc, le titre de son livre en français, c'est Piégé. Alors, merci beaucoup, Jennifer, d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment pour moi un honneur de t'accueillir sur les ondes. Hey, mon Dieu, merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Jennifer, comment est-ce qu'on décide du jour au lendemain, en plein confinement, d'écrire un livre en 2 langues? Comment est-ce que c'est venu en toi, ce beau projet-là? Ah, Seigneur. Écoute, moi, là, en ayant 3 enfants, 3 jeunes enfants à la maison, 4 ans, 2 ans, puis maintenant 1 an, je me suis tapée sur la tête parce que je voyais tout le monde être super productif, puis j'avais même pas le temps de rien faire. Puis un jour, il y a maintenant quasiment un mois, même plus que ça, plus qu'un mois, j'étais couchée, puis l'idée m'est venue comme un flash, comme un film, tu sais, une bande-annonce d'un film. Puis je me suis carrément levée, j'étais assise dans mon lit, j'ai regardé mon chum, j'ai dit « J'ai l'histoire, je dois écrire ». Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai sacrifié mes heures de sommeil pour écrire parce que c'est sûr que dans le jour avec les enfants, pas de garderie, c'était impossible. Fait que des soirées, là, à terminer d'écrire à 1h, 2h, 3h du matin, même une fois 4h, c'est arrivé souvent. Mais je suis vraiment contente parce qu'au départ, je sais pas pourquoi, ça m'est venu en anglais. Et en même temps, c'était un beau défi pour moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué. Puis, une fois que le manuscrit était terminé, j'étais comme... Je me disais que ça manquait quelque chose de ne pas pouvoir le traduire parce que je me sentais limitée dans mes expressions aussi, tu sais, dans la façon d'exprimer sur papier en anglais. Alors, je me sentais un peu comme brimée encore dans ma liberté d'expression, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à être là, je vais le traduire moi-même en français. Puis, au moins, il va être disponible dans les 2 langues et ça va me permettre aussi d'aller toucher un plus grand public, là. Puis, on s'entend que en étant ici au Québec, là, je commence, c'est sûr, ici, local. On prône beaucoup le local, puis je suis la première. Je me suis dit, si au moins je peux accueillir des lecteurs francophones aussi, ça va être un plus pour moi. Jennifer, justement, ton premier livre qui a eu énormément de succès, tu as fait les pages de plusieurs médias, était ton autobiographie. Comment est-ce qu'on fait pour se décider du jour au lendemain à passer de l'autobiographie inspirante à une histoire qui est très différente et qui est fictive? Écoute, je te dirais qu'un des personnages dans le livre, je me suis basée sur une personne qui est réelle. Puis, j'ai comme inventé une vie à cette personne-là. Puis encore là, c'est dur à expliquer parce que moi, ça m'est tellement venu comme un film dans ma tête que j'avais pas besoin de réfléchir et je faisais juste écrire puis ça venait tout seul. L'inspiration, l'histoire, les liens entre les personnages, tout venait tout seul. Puis c'est une première pour moi. Comme tu dis, mon premier roman, c'était une autobiographie, fait que c'était facile pour moi de l'écrire. Mais là, j'avais même, je te dirais, j'avais mon manuscrit, là, il était à 3/4 puis comme écrit. Je connaissais même pas ma fin. Puis encore une fois, ça m'est venu comme un flash. Puis j'ai dit, ah ben oui, c'est ça la fin. Je sais même pas d'où ça vient. Je sais vraiment pas d'où ça vient. Puis pour expliquer un petit peu plus ce qui est ironique là-dedans ou ce qui est drôle, c'est que j'ai même été en dehors de ma zone de confort, puis j'ai écrit des scènes à caractère érotique, ce qui est comme complètement là, hors de ma zone de confort. Tellement que quand quelqu'un achète un livre, on dirait que je ressens le besoin de dire « Faites attention, hein, il y a comme des scènes là, intenses dedans. » Ma marraine, ma belle-mère qui achète une copie, faites attention! On va découvrir une nouvelle partie de toi-même.
Non, non, pas tout à fait, pas tout à fait. Ça, c'est pas autobiographique. Non, hein? Non. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de ton livre? Qu'est-ce que Brianna Jones vit à l'intérieur de ton livre? Comment ça se passe? Ah oui, eh bien, donc, Brianna Jones, c'est une mère de famille. Elle a 3 enfants, 3 petites filles. Elle vit en banlieue de Montréal. Tu sais, à première vue, quelqu'un qui voit Brianna et sa petite famille pense que, tu sais, c'est le couple parfait. Ses filles sont des petites blondes aux yeux. Moi, j'aime ça dire comme un peu quand il y a le ciel orageux, là. Mhm. Puis, en réalité, Brianna, elle a toujours son petit journal intime avec elle, le livre rouge qu'on l'appelle. Puis, elle a beaucoup de secrets. Brianna a énormément de secrets et la seule façon pour elle de se confier puis d'évacuer un peu tous ces secrets-là qui sont très, très lourds, c'est en les écrivant dans son journal, son petit carnet rouge. Puis un jour, ce livre-là tombe entre les mauvaises mains, puis la personne décide d'utiliser un de ses nombreux secrets pour faire de sa vie un véritable enfer. À travers ça, il y a une histoire de triangle amoureux qui se forme. C'est là que les scènes à caractère érotique entrent en compte. Puis, sans dévoiler le punch parce qu'on peut le lire déjà dans le résumé, Brianna va se faire tuer pour un de ses secrets. Lequel le lecteur va le découvrir, qu'est-ce qui va arriver avec sa vie secrète, le triangle amoureux, tout ça, ça va être découvert dans le livre. Puis, je réserve au lecteur une petite surprise à la fin du livre qui va mener éventuellement au tome 2 de Piégé, que j'ai pas encore le titre en tête. Ça va probablement me venir encore quand je dors. Oui. Justement, il y a des gens qui rêvent d'écrire un livre, il y a des gens qui, ça vient d'une façon naturelle. Comment est-ce qu'on fait face à cette élimination-là qui arrive d'une façon naturelle? Parce que des fois, ça arrive comme exactement comme tu l'as vécu. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça? Puis comment est-ce qu'on apprivoise cet élan de créativité-là? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, tu t'en allais complètement dans un livre jeunesse, tu t'en allais retravailler ton premier livre, et là, tu sors avec ce beau projet-là très rapidement. Donc, comment est-ce qu'on accueille ça dans notre vie, cet élan-là? Et comment est-ce qu'on fait pour laisser de la place à ça, alors qu'on est mère de 3 enfants, qu'on est full occupé et qu'on est aux études et qu'on travaille en plus comme travailleur autonome? Je te dirais, c'est juste écrire. C'est comme un sentiment d'adrénaline qui se passe dans ton corps, puis tant que tu ne l'as pas évacué, ça reste là. Moi, j'avais pas le choix de carburer sur le café, là, je te cacherai pas, là. Le café, c'est mon meilleur ami. Puis ça a été un gros défi au début, puis je pense que ça a été comme un des défis les plus difficiles, c'est de trouver des temps d'écriture pour justement évacuer ça. Là. Je devais l'écrire, puis des fois, j'écrivais, puis on dirait que je n'écrivais pas assez vite là, pour comme tout ce qui déboulait dans ma tête. Fait que c'est sûr que le défi, c'était de trouver du temps, mais dans le fond, c'est ça. J'ai dû faire le sacrifice de mes nuits pour pouvoir avancer. Là, on est tranquillement pas vite en déconfinement. La garderie va réouvrir, ce qui va me permettre justement d'avoir plus de temps, comme tu as dit, pour l'école, parce que j'étais à l'université, puis l'écriture du 2e tome, puis tout ça, la vie de travailleur autonome, ça va être un peu moins dur sur le sommeil, mais sinon, c'était vraiment, je te dirais, le soir. J'écrivais vraiment les enfants, si je les couchais, puis la seconde qu'ils étaient couchés, je partais sur mon ordinateur, puis j'écrivais jusqu'à temps que je sois tellement fatiguée que mes yeux se fermaient, là. Des fois, le lendemain, je me relisais puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ça faisait pas de sens, mais c'était juste... T'as pas le choix de... Comme tu dis, il faut l'accueillir puis juste le laisser sortir parce que sinon, ça bouillonne dans toi, là. Ça bouge pas, ça part pas. Puis, moi, je continue à voir le scénario. Puis là, en ce moment, mais je suis dans le même bateau que je continue à voir le scénario pour le 2e. Puis, au fur et à mesure que je l'écris, j'ai comme d'autres indices puis d'autres
aspects du livre qui me viennent en tête, puis là, OK, je dois me mettre là-dessus, puis fait que, ouais, ça serait ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, ton premier livre, j'ai eu la chance d'être dans les coulisses et de t'accompagner à l'intérieur de tout ça. Ça a pris beaucoup plus qu'un an, ce processus-là, je pense, près de 2 ans, si c'est pas un petit peu plus. Et là, celui-là, tu l'as comme accueilli comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ce soit pour un projet de livre ou n'importe quel autre projet, quelque chose que nos invités peuvent en retenir, c'est que quand c'est là, quand c'est fluide, quand tout est là, quand on le sent, quand tout est aligné, il ne faut pas laisser de côté cet élan-là, puis il faut juste se lancer à l'intérieur de ça. Et tout finit par se placer de soi-même quand c'est la bonne chose à faire au quotidien, là. Oui, j'ajouterais aussi, ce qui est important, là, malgré tout ça, je pense qu'une chose qui a probablement ralenti mon processus dans le premier livre, le processus d'écriture, c'était mon horaire. J'écrivais pas aussi souvent puis aussi longtemps que cette fois-ci. T'sais, là, c'était vraiment au quotidien que en tout cas, presque au quotidien, que j'avais vraiment un agenda serré. T'sais, les enfants se couchaient, bon, ben c'est mon temps à moi, let's go, c'est compté, puis sois productive. Le fait aussi peut-être d'avoir des enfants qui a fait en sorte que ça m'a mis cette pression-là puis cette motivation-là de me dire « OK, c'est le seul temps que j'ai dans ma journée pour faire telle chose, let's go ». Que le premier, j'étais célibataire et sans enfant, fait que j'avais la liberté de faire ce que je voulais quand je voulais. Peut-être que j'accordais pas autant de temps d'écriture. Mais oui, je pense que ça joue beaucoup. C'est que là, une fois que tu as ton projet en tête, tu dois être sérieux, puis être cohérent dans ton temps d'écriture, puis le faire de façon répétitive. Tu sais, si tu peux pas le faire à tous les jours, ben au moins, passe pas une semaine. Tu sais, l'élan est là. C'est comme une vague. Là, la vague, elle passe, il faut que tu t'embarques dessus. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Puis évidemment, c'est sûr qu'en termes de temps, c'est aussi long écrire un livre en 1 mois qu'en 1 an. C'est juste qu'on va mettre plus de temps dans notre semaine pour le projet. Donc, en bout de ligne, ça va avancer plus rapidement, là. Ouais. Comment tu te sens d'avoir pris un trajet qui est différent cette fois-ci? La première fois, tu avais les médias après toi, tu étais dans une grande maison d'édition. Je me souviens, ton lancement, le gros bar à bonbons, tout ça. Mm-hmm. Et là, ton livre sort officiellement dans les prochaines semaines. Déconfinement oblige, tu ne peux pas faire un lancement de livre physique, hein, c'est interdit. Donc, comment est-ce que tu te sens avec les deux opposés, autant en termes de temps, en termes de projet, mais en termes de sortie de livre? Oh boy, OK. Je te dirais, je me sens très libre puis en contrôle cette fois-ci parce que tout est dans mes mains. Tu sais, j'ai été avec l'autopublication pour celui-là. Je voulais l'essayer. Puis, j'aime beaucoup le fait que chaque petit détail, c'est moi qui a c'est moi qui décide, là. Puis, si j'ai envie de vérifier les commandes, puis d'écrire à la personne qui a commandé, puis m'assurer que c'est la bonne copie, parce que des fois, ça arrive que la personne commande une version française puis une version anglaise. J'ai cette liberté-là. J'ai la liberté de dire, je vais faire n'importe quel style de publicité. Tu sais, tout repose entre mes mains. Puis si j'ai envie là, en ce moment, tu sais, je contacte quelques personnes qui font des critiques littéraires. Ben c'est tout sur mes épaules à moi. J'ai pas délégué ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Alors, le succès, qu'il y en ait ou pas, ben, ça va être de ma faute ou grâce à moi. Tu sais, c'est ça. Là, la seule chose, je te dirais que je suis vraiment triste. Puis, je pense qu'en tant qu'auteur, tu vas me comprendre. Le fait de ne pas avoir eu un lancement physique, j'ai trouvé ça difficile. Vraiment, là, même si je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont visionné la vidéo de pré-lancement, c'est pas la même chose. Tu n'as pas les gens devant toi, tu n'as pas cette proximité-là avec ton lecteur. Il n'y a pas, tu sais, de l'atmosphère. Puis pourtant, que ça prenne, comme tu as dit, que ça prenne 1 mois, que ça prenne 1 an, le travail, le nombre d'heures va être le même. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis en arrière de ça.
Puis là, tu as envie de célébrer ça avec les gens, tu sais, avec soit ta famille, tes amis, tes lecteurs. Puis t'as comme pas ça. Fait que j'ai vraiment eu, mais par exemple, tu sais, j'aime beaucoup le moment, là, en ce moment, ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, que je partage à chaque jour quand il y a des nouvelles commandes, puis les dédicaces. Il y a beaucoup d'interactions, ça, j'aime ça, puis c'est différent de la première fois. Mais je te cacherai pas que, tu sais, le tome 2, je risque, même si je le termine aussi rapidement que le premier, je risque d'attendre qu'on ait le droit de faire un lancement physique pour le sortir parce que c'est trop, ouais, je trouve ça trop difficile. Puis j'ai envie, tu sais, de gâter mes lecteurs parce que pour moi, c'est une grosse dose d'amour, une grosse dose de support. Chaque copie vendue, là, c'est à chaque fois, je suis aussi heureuse que ce soit la première copie, que ce soit la 70e, je suis aussi heureuse à chaque fois. Fait que pour moi, tu sais, je veux remercier les gens de pas seulement croire en moi parce que dans le fond, tu sais, t'achètes quelque chose sans l'avoir lu puis tu te lances dans le vide, mais de me montrer leur support. Fait qu'en ayant au moins cette soirée-là ou comme un 2-3 heures avec eux lors d'un lancement, mais c'est comme ma façon à moi de les remercier. Que ce soit un bar à bonbons ou que ce soit un tapis rouge, peu importe, tu sais, au moins j'ai cette chance-là de les voir et de leur parler en vrai. Fait que ça je trouvais ça dur. Je te comprends totalement. Moi, j'ai une auteure qu'on a dû annuler son lancement de livre parce qu'elle était au mois d'avril. J'en ai deux qu'on a décidé de reporter. Donc, c'est pas évident et je te comprends totalement. Et justement, pour le mot de la fin, Jennifer, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de se déconfiner. Il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez vite. Il y a des gens qui trouvent qu'au contraire, ça va trop vite. On est comme depuis 3 mois déstabilisés par on avait notre vie, on retourne à la maison, on se réapproprie un peu notre routine à la maison. Là, on recommence à travailler, sauf que là, on se réapproprie une nouvelle routine. Ça fait beaucoup de changements là, dans un trimestre annuel. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui trouve ça difficile, ce changement-là, d'une façon à l'autre, là, et qui doit toujours se réadapter, ce serait lequel? C'est tellement une bonne question. Parce que moi-même, tu sais, au début, j'étais complètement en quarantaine. Aussitôt qu'ils ont annoncé que la quarantaine, les garderies fermaient, moi, ça a commencé là. C'était comme, je reste à la maison, je suis immunosupprimée, je suis en danger. Fait que ma vie normale, elle a changé du tout au tout. Puis quand, tranquillement, pas vite, après, ça a pris du temps avant que j'aille même au dépanneur ou à l'épicerie ou à la pharmacie, en prenant toutes les précautions possibles. Mais là, on dirait qu'à chaque fois, c'était un choc. Ouais. Oh mon Dieu, là, on est rendu avec le port du masque. Oh mon Dieu, là, on est rendu avec les files d'attente pour rentrer dans le magasin. Ou, le 2 mètres. Tu sais, comme tout a changé. Il n'y a plus rien qui est comme avant. Puis moi, ce qui m'a aidé à pas vivre ce genre de mini-choc-là à chaque fois, c'est de juste me dire que la vie avant COVID ou avant coronavirus n'existe plus. Comme, il va avoir, là, on va vivre un après, puis c'est de faire un genre c'est comme un petit deuil qu'on est en train de vivre, on va pas retourner rapidement à ce qu'on a connu avant, ça va être du nouveau. Certaines choses vont être positives, d'autres qui vont être plus difficiles à s'adapter. Mais moi, à travers tout ça, j'ai quand même appris à être bien chez nous. Tu sais, j'étais quelqu'un qui voulait toujours sortir, qui restait pas très souvent à la maison. J'avais l'impression que j'étais à court d'idées avec les enfants la fin de semaine. Là, c'était plus qu'une fin de semaine que j'avais à les entertainer. Fait que j'ai vraiment appris à être bien chez nous, à aménager ma maison selon mes besoins, selon mes goûts, selon la symbiose familiale. Fait que, tu sais, je pense que mon conseil pour ceux et celles qui sont en train de déconfiner puis qui ont comme un peu peur, puis le choc, le ci, le ça, que j'imagine qu'eux aussi ont eu ce temps-là à la maison pour comme apprendre à être bien dans leur espace.
puis de juste accueillir les changements, mais tout en se disant que ce qu'on a connu là, avant Corona, ça sera plus ça. Fait que ça tombe tout de suite en partant, en sortant, en mettant le pied dehors, que c'est une nouvelle ère et que je sais pas combien de temps que ça va prendre avant qu'on puisse revenir. Puis est-ce qu'on va revenir? Je sais pas non plus. Mais il y a des choses comme tout ce qui est sanitaire, se laver les mains fréquemment. Moi, là, j'ai jamais été aussi en santé pendant une longue période de temps que pendant le confinement. Ouais. C'est incroyable. Non, c'est ça. Mais il y a quand même du beau, hein? Moi, juste de mon côté, là, je me rends compte que j'ai vu ma mère la fin de semaine passée pour la première fois. On apprécie chaque petit moment au lieu de se présenter dans des parties de famille juste par politesse alors que ça ne nous tente pas. Je regardais sur la piste cyclable à Saint-Jérôme, où j'habite et où est-ce que tu habites pas loin aussi. Il y a des gens qui faisaient des pique-niques en famille sur le gazon avec le pollen. C'est vraiment beau. Moi, ma fille, la semaine passée, quand on est allé au parc, c'est comme si elle a gagné un billet pour Walt Disney. Elle était toute impressionnée d'aller au parc. Fait qu'on s'accroche à ces petits bonheurs-là de la vie qu'on prenait pour acquis. Là, on prenait ça pour acquis, aller prendre un verre de vin chez Saint-Hubert. Là, on ne peut plus y aller. Fait que quand ça va revenir, on ne va plus prendre ça pour acquis. Fait que tout ça, c'est plein de choses positives en bout de ligne. Là. C'est fou, hein? Puis je sais pas si ça t'a fait ça, mais tu sais, quand tu disais, quand on n'avait pas le droit de voir personne, ou on n'a toujours pas le droit techniquement de faire des câlins et tout ça, avoue que ça t'a passé par la tête de dire « Oh mon Dieu, cette personne-là, j'aimerais tellement ça la voir en ce moment. » Puis comme tu as dit, quand on a la chance, quand on a eu le droit, là, le 3 familles, 10 personnes maximum, hey, t'es choisi tes personnes parce que tu sais c'est qui te tient à cœur puis c'est qui t'apporte du positif. Fait que pour ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Vraiment, là. Ouais. Ben nous, c'est drôle, on habite à peu près 15 minutes à pied l'une de l'autre. On se rencontre par Zoom. Donc, en temps normal, on aurait fait une vraie entrevue dans un studio avec les caméras, tout ça. Donc, c'est fou comment on s'habitue à cette simplicité-là. Et justement, Jennifer, le meilleur moyen, le plus simple pour être capable de se procurer ton livre en pré-lancement avant sa sortie officielle, c'est où et comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est sur le www.jennifercyr.ca jusqu'au 19 juin inclusivement. Toutes les copies sont à 20 $, taxes incluses et la livraison gratuite. À partir du 20 juin, alors ça va être la journée officielle du lancement de la sortie du livre, les copies vont être à 20 $ plus les frais de livraison. Alors et aussi, c'est vrai, pendant tout ce pré-lancement-là, j'ai une petite surprise que j'accompagne dans chaque livre pour en plus de dédicacer les livres, bien sûr, j'y ajoute une petite surprise pour les copies vendues. J'ai très hâte d'avoir ma copie parce que je l'ai réservée. Alors, Jennifer, je te souhaite énormément de succès. Tu as aussi une super belle page Facebook et je sais que pendant le confinement, tu t'es découvert des talents cachés. Donc, ceux et celles qui veulent tes peintures, ils peuvent regarder ça aussi, t'en parles sur ta page Facebook. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton temps, puis merci pour cette magnifique page. Félicitations, c'est vraiment un beau projet. Merci beaucoup, puis on va te réinviter pour ton tome 2. Qui sait, on sera en personne dans une belle salle avec les grands micros et la belle caméra. Je te promets d'être une des journalistes qui sera présente sur les lieux. Super. Avec plaisir. Donc, à bientôt. Bye! Bye bye.